Alors, rebonjour tout le monde. Je tiens à vous dire d'emblée que ma présentation a été préparée, ou plutôt pas préparée, dans un contexte d'urgence familiale. J'ai tenu quand même à être présente ici pour parler des enjeux qui concernent particulièrement les femmes. Pourquoi? Parce que comme Catherine a expliqué ce matin, quand on parle de la réadaptation professionnelle des travailleuses et travailleurs victimes de lésions professionnelles, on parle, dans d'autres mots, de la discrimination sur la base du handicap que ces personnes rencontrent lors de leur tentative de réintégrer le marché du travail. Or, c'est une question de charte, tout comme le droit à l'égalité des femmes en emploi. Alors, comme les droits de la personne sont indivisibles et interdépendants, qui dit discrimination sur la base du handicap, lorsqu'il s'agit d'une femme, il faut nécessairement parler du variable genre. Et de plus, comme j'ai dit dans le mot d'ouverture ce matin, la raison de cet événement traditionnellement et ici encore aujourd'hui, c'est pour discuter de stratégies qui vont permettre de marquer des gains, de défendre les droits actuels. Et en ce sens-là, personnellement, je crois non seulement au plan moral, au plan de mes valeurs personnelles, mais aussi au plan stratégique. C'est important de soulever l'enjeu pour l'égalité économique des femmes dans le contexte politique actuel et de faire en sorte que ce soit une question qui intéresse autant les groupes de femmes que les groupes de défense des travailleuses et des travailleurs. Donc, de mettre fin au traitement en silo et d'évoquer les multiples vulnérabilités des personnes dont on parle aujourd'hui. Alors, me voici dans tous mes états, mais je me fie sur l'expertise vraiment impressionnante dans la salle de venir parfaire le cadre des informations détaillées sur le cadre juridique et je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Alors, comme j'ai découvert hier soir, parler de précarité, parler des enjeux pour les femmes, ça amène à quelques clarifications. Pourquoi? Parce que la précarité d'emploi est à la fois la cause de lésions professionnelles, parce que les travailleuses et les travailleurs dans les secteurs précaires sont exposés à plus de risques professionnels souvent et ont moins de moyens pour se défendre. La précarité en emploi, c'est souvent la conséquence d'une lésion professionnelle ou quelqu'un qui peut-être avait un emploi syndiqué à temps plein va se voir attribuer comme emploi convenable un emploi comme préposé à la billetterie, et ce, à l'époque où les informations, par exemple, dans les centres d'achat sont de plus en plus disponibles à tous et toutes sur un écran tactile. Donc, un nouvel emploi précaire. Et ça peut même être à la fois les deux, c'est-à-dire cause et conséquence. Pourquoi, à titre d'exemple, dans une enquête effectuée en 2016 par Roch et Christiane à l'UQAM, ils ont découvert qu'une personne sur deux dans leur échantillon avait subi une deuxième lésion professionnelle après la décision de la CNSST sur l'emploi convenable. Donc, des notions entremêlées. En même temps, quand on parle de discrimination à l'égard des femmes, on peut parler de stéréotypes de genre qui peuvent, par exemple, intervenir au niveau de la détermination de qu'est-ce qui constitue un emploi approprié. Donc, c'est une sorte de discrimination. Ma méthodologie ne me permet pas d'en parler beaucoup. Je crois personnellement que ce sont les effets systémiques là où les femmes se trouvent sur le marché du travail et les responsabilités familiales, parentales des femmes en dehors du travail rémunéré qui font en sorte que le système va produire un effet discriminatoire sur les femmes. Et là, au risque vraiment de voir Catherine Lippel rougir, je vais devenir complètement délinquante et élargir, parce que j'ai le micro, ma définition personnelle de c'est quoi un emploi précaire. Pourquoi? Parce que je voudrais, dans l'étude, inclure les femmes qui occupent un emploi à prédominance masculine. Parce que même l'effet syndicat, dans ce cas-là, est moins protecteur, vu souvent que la rétention des femmes dans ces emplois est une question importante, et d'autant plus après une lésion professionnelle où la femme va rester avec des limitations fonctionnelles, outre la dynamique avec les collègues dans le milieu de travail. Alors, voici pour la note terminologique et méthodologique. Maintenant, quand je me plains
des effets systémiques de l'application de la LATMP sur les femmes, on a tendance à me dire, ben oui, Rachel, mais c'est pas là que tu vas corriger l'affaire. Ce n'est qu'un régime de remplacement du revenu. Le problème, c'est le revenu des femmes à la base. On ne va quand même pas demander à la LNTMP de corriger la situation une fois qu'il y a un accident du travail. Tout le monde s'approvie, les femmes comme les hommes, c'est comme ça. Le marché du travail est ségrégé selon le sexe, selon la race, et on pourrait ajouter selon le statut migratoire. Les femmes ont généralement un revenu moindre, fait qu'elles reçoivent moins de bénéfices après une lésion professionnelle. Cependant, ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas la reproduction des inégalités existantes sur le marché du travail, mais bel et bien l'amplification de ces inégalités. Catherine Nippel et son équipe ont documenté ces inégalités en 2005. Le fait que le revenu des femmes accidentées devient 74 % du revenu des hommes après la lésion. Ça peut sembler comme un petit écart, mais c'est quand même important. Ça peut représenter la qualité de vie, ça peut représenter la capacité d'épargner et donc d'éviter la pauvreté à la vieillesse. Autre étude, celle dont je parlais tantôt de l'UTAM, vous avez l'image. Au moment de la lésion, les femmes avaient un salaire moyen inférieur de 27 % aux hommes. Donc ça, c'est les inégalités du marché du travail. Mais l'écart entre leur salaire pré-lésionnel et leur revenu au moment de l'étude était de 35 %, donc une baisse de 35 %, alors que pour les hommes, ce chiffre était de 30 %. Donc on parle bel et bien de l'amplification des inégalités. Et ma question de recherche, pourquoi? Donc, après le retour au travail, qu'est-ce qui fait en sorte, dans l'application de la LATMP, que les inégalités sont amplifiées, et ce, plus particulièrement lorsque les femmes sont précaires au moment de leur lésion? On regarde, il y a, heureusement pour moi, la revue de la littérature dans le domaine se fait très rapidement parce qu'on dispose franchement de très peu de données au sujet de la réadaptation professionnelle du point de vue des destinataires du droit du retour au travail. Il y a l'étude de Raymond Barry et compagnie de 1994 qui conclut que le simple fait d'être femme, c'est un facteur de vulnérabilité à la marginalisation sur le marché du travail, et ce, pour différentes raisons. Je pense que je vais aller plus vite. Catherine Nippel et Diane Demers, en 1994, ont fait une étude. Vous voyez que ça date, je suis obligée de la porter en papier. L'invisibilité, facteur d'exclusion, les femmes victimes de lésions professionnelles. Et qu'est-ce qu'on a documenté dans cette étude? Le fait que les femmes ont un salaire pré-lésionnel plus bas que les hommes, mais un niveau de scolarité plus élevé. Donc, la femme qui travaille dans une garderie privée, par exemple, va peut-être travailler au salaire minimum, mais avec une DEC en éducation à la petite enfance. Or, selon l'étude de 1994, seul compte la valeur économique de l'emploi prélésionnel et non pas la valorisation personnelle qu'on peut y trouver dans un travail de care sous-rémunéré. Ça fait quoi? Vu que la CNES va assumer le coût de la solution la plus économique au terme de la loi, quand on occupe un emploi au salaire minimum ou avoisinant le salaire minimum, c'est rare que ça va mener à un grand investissement de la part de la CNES dans un emploi, dans un programme de formation professionnelle. C'est pas si difficile de ramener la personne au niveau prélésionnel au plan de la détermination de l'emploi convenable, donc au plan de la fiction juridique. Or, au Québec, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. De plus, elles sont plus touchées par ce qu'on appelle le travail à temps partiel involontaire. Et ça, c'est très important parce que dans le discours, par exemple, du rapport Camiré, on disait, bien, c'est un choix. Tu détermines ta capacité que tu es à temps partiel. Mais quand on pose la question, mais pourquoi vous avez décidé de travailler à temps partiel? Là, on va entendre, bien, parce que sinon, j'arrivais pas, parce que mon enfant avait de la difficulté à l'école, parce que ma mère est vieillissante, puis ça me permet de prendre le vendredi, samedi pour aller la voir, etc. Donc, on appelle ça, dans les études statistiques, le temps partiel involontaire. Aussi, reproduction de la discrimination, la même profession, les femmes vont gagner moins. Et les femmes immigrantes sont encore plus désavantagées, de moins bonnes conditions de travail, des revenus inférieurs aux hommes, même dans les emplois professionnels.
Non, ça ne marche pas. Et donc, vous voyez en noir, obligation familiale ou personnelle, qui n'apparaît même pas dans le bloc homme. Donc, vous ne le voyez pas chez les hommes, c'est parce que ça ne fait même pas le graphique. Donc, un homme qui travaille à temps partiel, ce n'est pas normalement en raison de ses obligations familiales. Écotest 2011, Catherine a facilité la compréhension des choses. Le rose, c'est les femmes. Vous voyez une surreprésentation des femmes dans le temps partiel, encore une fois, et également une surreprésentation des femmes dans le travail temporaire, alors que pour le travail saisonnier, c'est les hommes qui vont dominer, ainsi que pour les agences de placement. D'où la nécessité de toujours faire une analyse de genre lorsqu'on creuse plus à fond qu'est-ce qui se passe au niveau de la réadaptation professionnelle et l'application des règles de la LETMP. Alors, le projet de recherche que j'entame avec l'équipe de Catherine en ce moment, eh bien, j'ai décidé, à la lecture du rapport de Raymond Barry, de retourner à son cadre théorique à lui, que je trouve plutôt riche, qui dit que la réinsertion professionnelle, c'est un processus complexe et multidimensionnel. Il divise en deux dimensions. C'est la notion conceptuelle utile à l'analyse. Il y a la notion de trajectoire, donc qui relève de l'application de la loi, de la raison instrumentale. Et ce trajectoire-là peut être administratif, donc avant la contestation, avant que ça fait une décision qu'on appelle son avocat. Et aussi le trajectoire légal, où on va voir les litiges, qu'est-ce qui se passe, les appels, le règlement de ces choses-là. Dans son modèle, on parle aussi du cheminement qui relève du champ de la représentation. C'est beaucoup de citations d'entrevues avec des travailleuses et des travailleurs que vous allez entendre aujourd'hui. Cependant, la recherche que je mène pour l'instant, c'est que sur le trajectoire. Et ma méthodologie comprend deux volets, c'est-à-dire une recherche juridique classique, doctrine, cadre juridique, etc. Mais à l'aide de la jurisprudence, j'essaie de reconstruire des patterns dans les trajectoires des travailleuses, et spécialement quand celles-ci sont à statut précaire. Finalement, ce que j'entame, c'est aussi de faire la version 2.0 de l'étude effectuée par Catherine Lippel et Diane Demers, voir si on peut continuer à bâtir sur cette fondation et donc de faire une analyse où je regarde des décisions comme des données empiriques dans un logiciel pour dire qu'est-ce qui arrive en faisant une analyse différenciée selon le sexe, mais aussi avec une attention particulière aux variables de la précarité pour essayer de démêler ces concepts femmes, genre, précarité dans le mélange. Donc, je vous présente quelques résultats préliminaires sur les trajectoires. Qu'est-ce qu'on voit dans une cause? Même dans les décisions, on va retrouver un sens au narratif des travailleuses et des travailleurs dont vous avez déjà entendu des extraits. La travailleuse en question s'est fait attribuer un emploi de préparatrice d'aliments. Alors, qu'est-ce qu'elle trouve quand elle conteste la détermination de cet emploi? La madame a 53 ans. Alors, c'est plutôt des jeunes qui font ces emplois-là. Et de plus, 60% de ces emplois sont à temps partiel, alors que l'emploi convenable qui lui a été déterminé sur la base d'un taux horaire à 40 heures semaine. Donc, la fiction juridique de la loi, vous êtes réputé occuper l'emploi à 40 heures au bout d'un an, ne tient pas, ne colle pas à la réalité. De plus, on a le facteur de discrimination sur la base de l'âge. On dit poliment, les employeurs pencheront la plupart du temps pour le plus jeune. Je pense que c'est un euphémisme. Autre problème illustrant la complexité du processus, on a attribué à cette travailleuse la capacité de préparer les aliments sans aucune autre formation. Et heureusement, le tribunal est intervenu pour dire que ce n'est pas parce que madame coupe des légumes à la maison qu'elle serait capable de faire l'emploi de préposer aux aliments. Je peux témoigner avec un échantillon de 1, mais très éloquent, que cuisiner, ça ne coule pas de nature chez toutes les femmes. Maintenant, autre phénomène, on voit ici une femme qui occupait un emploi de machiniste syndiqué, col bleu,
temps plein qui se fait attribuer un emploi convenable de commis-vendeuse. Alors, encore une fois, le même thème, alors que l'emploi lui a été attribué sur la base de 40 heures semaine, elle est en mesure de mettre en preuve, à l'aide de son syndicat, je parlerai de la représentation tantôt, que la plupart des emplois sont pour des emplois de 12 à 20 heures. Et elle a dit, à 12 heures au salaire minimum, je n'arrive pas, donc je n'accepte pas ces emplois-là, je ne vais pas me retrouver qu'avec ça au bout de mon année de recherche d'emploi. Toujours multidimensionnel, complexe. On évoque le même problème dont Catherine a témoigné ce matin. Elle dit, on m'a dit, il faut que je déclare que je suis victime d'un accident du travail. Fait que vous imaginez sur un marché du travail compétitif déjà, elle a dit, il faut que je le dise, il faut que je déclare à l'embauche. Et on lui dit, à regret, madame, on ne peut vous embaucher comme ça. La commission a essayé de mettre en preuve qu'elle se cale en étant honnête et en suivant les conseils de son agente à la CSST. Dans cette affaire-là, sa contestation a été rejetée. Autre exemple, une femme, et là, je pense qu'il y a des représentantes de ces travailleuses-là dans la salle. Vous viendrez au micro avec des précisions. Ici, on a une colle bleue à 40 heures semaine qui se voit attribuer un emploi de réceptionniste. Encore une fois, même histoire, à l'aide de son syndicat, elle met en preuve, non, c'est pas une réceptionniste, ça travaille à peu près pas à 40 heures semaine. Au best, c'est des emplois à 35 heures, mais la plupart, c'est 15 à 20 heures. Et finalement, le tribunal va retenir plutôt 35 heures par semaine, donc lui attribuer un revenu un peu plus réaliste pour les fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu réduite. Oh. OK. Encore une fois, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des traces de ces pratiques-là ailleurs, entre autres dans le rapport du vérificateur général, et qui recommande que l'analyse doit tenir compte, l'analyse du revenu attribuable à l'emploi convenable déterminé. Au bout de ça, ça vient avec un revenu brut annuel, et on demande à la CNEST de tenir compte du caractère précaire de l'emploi convenable déterminé. Est-ce que c'est à temps partiel? Est-ce que c'est un emploi saisonnier? On va voir que dans les faits, le tribunal, il y a un courant majoritaire. Si on met en preuve, non, dans ma région, cet emploi n'existe pas à 40 heures, souvent le tribunal va être réceptif et va corriger la situation. La question se pose pour les personnes qui ne sont pas défendues par leur syndicat. Et vous voyez bien que la méthodologie de s'attarder aux décisions va même beaucoup sous-estimer le phénomène parce que c'est le tribunal qui corrige une pratique. Est-ce que les autres personnes à statut précaire disposent de la représentation et des connaissances qui vont leur permettre de dire non, c'est pas 40 heures que ça doit être, c'est plus 32 ou 35, ainsi de suite. Bref, le vérificateur général mentionne aussi que la fiction juridique de l'emploi convenable, qu'il faudrait en effet creuser un peu plus pour voir à quel point l'emploi convenable est véritablement occupé. Pourquoi? Parce que c'est absolument crucial pour déterminer le degré auquel la réparation des lésions professionnelles est atteinte ou non. J'ajoute à ça, et j'aimerais bien la faire, une analyse de genre pour déceler les impacts particuliers des pratiques actuelles sur les travailleuses. Donc, je disais, c'est crucial, allons plus vite. La question de la représentation, ce sont des technicalités. Il serait difficile d'organiser une grande manif pour dire est-ce que c'est à 40 heures une job de réceptionniste ou à 32 ou à 35 ou à 15. Par contre, ce sont là qu'on peut trouver où s'opère ce phénomène d'amplification des inégalités actuelles sur le marché du travail par l'application de la LATMP. Donc, hypothèse à vérifier, outre la sous-estimation du revenu prélésionnel, la sous-rémunération des femmes sur le marché du travail, la sous-indemnisation des femmes qui travaillent à temps partiel aussitôt qu'elles gagnent plus que le salaire minimum. Est-ce que dans la détermination de l'emploi convenable, dans les secteurs où les emplois sont surtout à temps partiel, ne mène pas à une surestimation du revenu post-adaptation? Et donc, est-ce que ce n'est pas par ce phénomène-là que les coûts des lésions professionnelles sont disproportionnellement transférés vers les femmes?
Le deuxième volet, c'est la version, l'étude version Catherine et Diane Demers, version 2.0. Comment la détermination de l'emploi convenable amplifie-t-elle la ségrégation sexuelle actuelle du marché du travail? Est-ce que les femmes ne sont pas confinées dans les secteurs à prédominance féminine, et ce, beaucoup plus que les hommes qui disposent, qui sont moins concentrés sur le marché du travail? Donc, ma conclusion aujourd'hui, tout porte à croire que les effets discriminatoires systémiques persistent, et ce, indépendamment des stéréotypes de genre. Et message pour nous tous et toutes, les enjeux des personnes à statut précaire, ce sont des enjeux importants pour l'égalité économique des femmes. Nous avons besoin de moins de fiction à ce sujet-là et plus de réalité. Merci de votre écoute.